Bienvenue aux personnes qui viennent de nous rejoindre à ce deuxième webinaire Solutions qui sera dédié aux relations entre salariés et bénévoles, comment clarifier les places et faire équipe. Donc, un petit mot en premier lieu pour me présenter et ensuite donner la parole aux personnes qui interviendront à mes côtés. Donc, je m'appelle Fanny Viry. Je fais partie de l'Institut Transition que j'ai cofondé et sur lequel j'ai des missions de coordination générale. Et je propose un certain nombre de formations dédiées plutôt aux personnes qui agissent en association sur la coordination d'équipe, la réponse à appel à projet ou le bénévolat. Voilà. Et à côté de mon engagement au sein de l'Institut Transition, je suis très impliquée dans une association qui s'appelle Anciela et que Joanne présentera par la suite. Alice, je te laisse te présenter. Oui, merci Fanny. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Alice Roure. Je suis juriste spécialisée en droit du travail. J'exerce mes missions en tant que professeure dans l'enseignement supérieur. J'écris aussi des ouvrages et des articles d'actualité juridique pour une maison d'édition spécialisée. Et puis, surtout, je suis formatrice ici à l'Institut Transition. Donc, je donne des formations de droit du travail sur les enjeux individuels et collectifs, notamment le CSE. Je rédige avec Martin notre lettre solution, donc dédiée aux structures de la transition, une newsletter mensuelle dans laquelle je propose un petit décryptage juridique sur des questions principalement de droit du travail, mais aussi de droit des associations, droit fiscal, des questions qui peuvent intéresser nos structures. Bonjour à toutes et tous. Moi, je suis Joanne Jutier. Je suis engagée du coup à l'association Anciela dont parlait Fanny depuis 6 ans maintenant. J'ai eu tout un tas de statuts différents car je suis entrée en 2019 en tant que bénévole. Puis j'ai été en service civique, salarié et aujourd'hui je suis de nouveau bénévole et membre du bureau. Anciela, c'est une association qui suscite, encourage et accompagne les engagements des citoyens et citoyennes pour construire une société plus écologique et solidaire. On a une échelle d'action au niveau de la région lyonnaise et j'y accompagne des porteurs et porteuses d'initiatives qui lancent et développent des initiatives associatives ou entrepreneuriales pour la transition écologique et solidaire. J'accompagne aussi des personnes qui veulent faire du bénévolat dans des associations, beaucoup. Et donc, j'ai été salarié pendant 2 ans sur une de nos grandes démarches qui vise à mobiliser et permettre aux personnes de passer le prochain pas dans leur parcours d'engagement. Euh, voilà, en parallèle, je suis engagé au conseil d'administration d'une école post-bac qui s'appelle Ecologica, l'école de la transition résiliente, solidaire et désirable, voilà, qui forme sur tous ces enjeux transversaux pour former des personnes qui pourront travailler dans les associations coopératives, institutions locales sur nos enjeux. Et je suis aussi engagé dans un tiers-lieu qui vient de se lancer à Villeurbanne, qui s'appelle le Local, LOW pour le jeu de mots avec Lotec, et dans lequel cette association membre partage la gestion et où se croisent salariés, bénévoles, indépendants, voilà, qui apprennent à faire ensemble et à faire équipe autour de ce lieu. Merci à tous les deux pour vos présentations. Un petit mot pour donner davantage d'informations sur l'Institut Transition pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore. Donc, l'Institut Transition, c'est un organisme de formation associatif et non lucratif qui a été créé à Lyon, mais qui s'adresse sans limite de territoire à toutes les personnes qui, comme vous, agissent en faveur de l'écologie ou des solidarités. Notre objectif, c'est vraiment de permettre à chacun, chacune de renforcer son pouvoir d'agir pour réussir à faire bouger les lignes sur les sujets auxquels on est confronté actuellement. Donc, on a trois missions principales. Une première mission qui va être une mission d'accompagnement de personnes en évolution professionnelle. Donc, c'est des personnes qui avaient des métiers ou des secteurs d'activité assez différents, mais qui, à un moment donné, ont pour point commun d'être en quête de sens et d'utilité et qui souhaitent essayer de se repositionner professionnellement en rejoignant des structures engagées pour mettre à disposition leur temps, leur énergie, leurs compétences. Donc, c'est un programme qui dure 1 an et qui s'appelle Nouvelle Voie.
Notre deuxième mission, ça va être plutôt de former et d'outiller des équipes de salariés, de bénévoles ou les personnes dirigeantes d'associations ou d'entreprises engagées. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir les soutenir dans des enjeux liés à leur fonctionnement ou à leur développement. On a une trentaine de formations qui sont proposées, sur lesquelles je reviendrai un petit peu ensuite. Et en parallèle de ces formations boîte à outils, on a cette newsletter mensuelle, la lettre solution dont parlait Alice, et qui est vraiment une ressource à laquelle vous pouvez tout à fait vous inscrire et qui a vocation à être ressource dans vos pratiques pour vous aider à avancer. Et notre troisième mission, ça va être une mission de formation et d'accompagnement des acteurs des solidarités, de l'éducation populaire, de l'action sociale, pour les soutenir dans leur intégration des enjeux écologiques. Donc, ça peut être soit pour les aider à éco-responsabiliser leur fonctionnement, leurs actions, soit pour les aider à parler d'enjeux écologiques à leurs équipes, à leurs bénéficiaires, de manière à ce qu'on soit de plus en plus nombreux et nombreuses à agir. Et donc là, c'est un programme qui s'appelle Transition tout terrain. Donc, n'hésitez pas aussi à nous contacter sur cette dimension. Un petit focus sur les formations que l'on propose et qui sont en lien avec ce webinaire. Comme vous pourrez le voir, on a un certain nombre de formations qui sont vraiment pensées pour renforcer le développement des associations. Donc, une formation qui est autour de comment est-ce qu'on gère et on anime la vie associative, donc avec une réflexion assez approfondie sur la question de la gouvernance pour que cette gouvernance fonctionne bien et soit au service du renforcement de l'action et du projet associatif. Une formation plutôt sur le bénévolat, donc comment est-ce qu'on met en œuvre des processus pour susciter, accueillir et accompagner les bénévoles qui viendraient agir à nos côtés. Une formation plutôt sur la réponse à appel à projet, donc comment est-ce qu'on peut faire pour bien identifier les appels à projets et avoir des méthodologies de réponse pour gagner du temps et de l'efficacité, puisqu'on sait que ça peut être relativement fastidieux et chronophage. Une nouvelle formation sur plutôt comment est-ce qu'on coordonne des équipes et des actions, ce qui est une part importante du travail des salariés associatifs sur lequel on reviendra au cours de ce webinaire. Un module sur la consolidation des modèles économiques. Comment est-ce qu'on peut faire pour venir hybrider nos modèles économiques, avoir une diversité de ressources de manière à avoir les finances nécessaires à la réalisation de nos actions et aussi à renforcer notre capacité de résilience dans un contexte qui est quand même assez incertain. Une formation sur la gestion et l'organisation du travail. Donc, comment est-ce qu'on fait quand on est dans des postes assez chargés avec une diversité de missions, de postures pour être peut-être plus efficace et gagner également en sérénité dans son travail. Et un dernier module sur plutôt l'évaluation de l'impact. Donc voilà, ces différentes formations ont été pensées à partir de besoins qui avaient été partagés par des structures partenaires ou qui suivaient les formations. Donc, n'hésitez pas du tout si il y a des enjeux auxquels vous êtes confrontés et sur lesquels on n'a pas de propositions à nous interpeller. On penserait des nouvelles choses avec plaisir, puisque le but, c'est vraiment de venir lever tous les petits grains de sable qui peuvent empêcher nos actions de bien fonctionner. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit mot pour vous dire que ce webinaire sur les relations salariés-bénévoles est le deuxième webinaire d'un cycle qui est dédié à la vitalité des associations. On a eu, il y a une semaine tout juste, un webinaire sur la gouvernance associative où l'idée était de réfléchir à comment est-ce qu'on peut redonner du sens à différents espaces, à différentes instances de gouvernance et qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour animer ces instances-là. À cette occasion, il y a déjà eu beaucoup de questions sur l'articulation salarié-bénévole, donc on a pu percevoir que c'était un vrai sujet pour un certain nombre de personnes. Ce deuxième webinaire, donc voilà, qui est dédié à cette fameuse et complexe articulation.
et un webinaire qui aura lieu dans 2 semaines sur la formation des bénévoles. Donc, comment est-ce qu'on peut penser une stratégie de formation des bénévoles pour leur permettre à la fois de monter en compétences, mais aussi de s'approprier le projet associatif de manière à ce que les positionnements de tout à chacun soient bien cohérentes par rapport au projet associatif. Donc, tous ces webinaires sont bien sûr accessibles à tous et à toutes en replay. Donc, pour les personnes qui auraient un petit problème, qui pourraient ne pas être là jusqu'à la fin aujourd'hui, qui auraient manqué le webinaire sur la gouvernance associative ou qui pourraient ne pas être là le 8 décembre, pas de souci. En vous inscrivant sur ces webinaires, de toute façon, on vous envoie le lien du replay et il sera probablement accessible facilement via notre site dans les prochaines semaines. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Donc, on vous propose un cheminement en 3 temps. Donc, un premier temps qui va être autour de la clarification des rôles salariés bénévoles. Donc, comment est-ce qu'on définit les missions des salariés? Comment est-ce qu'on définit les missions des bénévoles et comment on pense cette articulation-là? Avec un certain nombre de retours sur les différents modèles possibles que j'aurai l'occasion de faire, puis un décryptage juridique par Alice sur ce qu'il est possible ou non de proposer à des bénévoles du point de vue du droit du travail et du droit des associations. Un deuxième temps que je vous proposerai sur la coordination des bénévoles. Donc, c'est un rôle important, on le verra, des salariés associatifs que de coordonner des équipes de bénévoles. Et donc, je vous partagerai un certain nombre de réflexions, de méthodologies pour réussir cette coordination et que ça nous permette de mener à bien les actions qui viennent concrétiser le projet associatif. Dernière séquence, une séquence sur comment est-ce qu'on fait équipe. On aura exploré les rôles spécifiques potentiellement que peuvent avoir les salariés et les bénévoles. On sait qu'il y a des différences de statut, de contraintes. Pour autant, on fait tous et toutes partie de la même association. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour faire vivre cette fameuse équipe par-delà les statuts ou les temporalités différentes? Donc, on aura des retours d'expérience et des conseils méthodologiques par Joanne et aussi des réflexions plus juridiques d'Alice sur l'intégration des personnes salariées dans certains espaces habituellement plutôt pensés pour et par les bénévoles, à savoir les instances de gouvernance. Voilà. Et donc, tout au long de ces échanges, n'hésitez surtout pas à poser des questions dans le chat. Qui peut tout à fait être actif, il y a aucun souci là-dessus. Si c'est des petites questions d'éclaircissement, de clarification, on y répondra au fur et à mesure de ces différentes parties. Et puis, si ce sont des questions qui sont davantage complexes ou d'ouverture, on les gardera pour la fin de notre webinaire, puisqu'on garde une dizaine de minutes vraiment pour la réponse à tous ces points-là. Et si vous avez des bribes de réponses aux questions posées par les personnes participantes, il est tout à fait possible de contribuer en partageant des retours d'expérience, des ressources. C'est un espace d'échange également entre vous. Alors, comme je vous l'avais annoncé, la première séquence est autour de la clarification des rôles entre salariés et bénévoles. Donc, ce que moi, j'avais envie de vous partager, c'est une typologie de modèles associatifs qui vont avoir des manières différentes de penser les rôles et les missions des salariés et des bénévoles. Mon point étant plutôt d'ouvrir les possibles sur les différentes places que vont pouvoir prendre les uns et les autres. L'objectif étant ensuite pour vous, soit de vous reconnaître dans l'une de ces options, soit d'avoir matière à penser pour clarifier le fonctionnement qui vous semblerait le plus pertinent pour vous. Donc, le premier modèle qui peut être intéressant, c'est le modèle associatif dans lequel le bénévolat va être vraiment au cœur. Ce qu'on entend par là, c'est que dans ce modèle-là, les bénévoles vont être vraiment impliqués dans toutes les dimensions de l'association, que ce soit les dimensions opérationnelles, donc ça veut dire que c'est les bénévoles qui vont pouvoir s'engager sur des missions de terrain,
et concrétiser le projet associatif ou sur des missions stratégiques. Donc, bien évidemment, les missions, au-delà de leur action de terrain, ça va être de participer aux instances de gouvernance, par exemple le conseil d'administration et le bureau. Donc, dans ces associations-là, l'énergie citoyenne est vraiment une ressource importante qui permet à l'association de se déployer dans son action. Johan aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus, mais c'est le cas, par exemple, d'Antiela. Tous les bénévoles à Antiela vont être impliqués dans les grandes démarches de l'association. Donc, on a par exemple une pépinière qui propose un accompagnement aux personnes qui lancent des associations ou des entreprises. Et donc là, on a bien des bénévoles qui accompagnent des porteurs et porteuses d'initiatives. On a un magazine, on a bien des bénévoles qui rédigent dans le magazine, qui vont faire les photos, qui vont faire les illustrations. Alors, on sait là, il n'y a pas d'endroit où il n'y a pas de bénévoles, puisqu'on part du principe que les bénévoles ont des compétences, ont une vision et ont une énergie qui nous permet de lever un certain nombre de limites temporelles que pourraient avoir les salariés. Dans ce type de modèle où le bénévolat est au cœur, ce que ça va vouloir signifier en fait pour les personnes salariées, c'est que bien souvent elles vont être dans une posture de coordination. D'ailleurs, c'est souvent explicite dans leurs intitulés de poste. C'est-à-dire que leur rôle à elles, ça va pas être de faire l'action toute seule, mais plutôt d'assurer la continuité de l'action en permettant aux personnes bénévoles de pouvoir s'impliquer. Donc, ça veut dire qu'elles vont avoir des fonctions d'organisation de l'action des bénévoles. Elles vont avoir une fonction d'animation de l'équipe bénévole et elles vont par ailleurs pouvoir aussi agir aux côtés des bénévoles de manière à ce qu'ils puissent faire équipe. Mais ça, ce sont des choses sur lesquelles on reviendra par la suite. Deuxième modèle associatif, le modèle dans lequel les bénévoles sont plutôt pensés comme un plus. Alors, comme un plus de quoi? En fait, comme un plus des salariés qui vont être vraiment les personnes en charge de l'opérationnalisation du projet. Donc là, on parle d'associations où les salariés sont quand même pas mal sur le terrain à réaliser les actions. Donc, je pense par exemple à une association qu'on avait interviewée dans un précédent webinaire sur le bénévolat qui s'appelle la Pause Brindille. Donc, la Pause Brindille propose des actions aux jeunes aidants familiaux, des actions d'écoute, des animations pour leur permettre de sortir de leur solitude et d'échanger, des événements pour leur redonner de l'énergie. Et toutes ces actions-là sont globalement pensées, organisées, réalisées par les salariés qui vont être vraiment les ressources humaines au cœur de l'association. Pour autant, autour de ces salariés, il y a quand même des bénévoles qui sont là, mais qui sont plutôt présents pour les renforcer, pour les compléter. C'est-à-dire que si on enlève les bénévoles, c'est bien sûr moins riche, mais pour autant, l'action de l'association reste relativement peu ébranlée. Donc, dans ces cas-là, souvent, les intitulés de poste des salariés ne vont pas être des intitulés de coordinateur, coordinatrice. Ça va être plutôt des personnes chargées d'animation, chargées de projet, responsables de telle ou telle dimension, puisque on voit bien que le cœur de la production est fait par les personnes salariées elles-mêmes. Troisième modèle qui peut exister dans des associations, c'est le modèle où finalement les bénévoles sont présents uniquement dans les instances de gouvernance. Donc l'essentiel de l'action opérationnelle est bien réalisé par les salariés. Et là, les bénévoles sont plutôt garants de la stratégie associative, des grandes prises de décision qui sont ensuite mises en œuvre par les salariés. Donc, vous voyez ces trois modèles très différents qui ont des manières de concevoir le rôle des salariés et des bénévoles de manière tout à fait particulière. Et donc, quand on parle de comment on fait relation salariés-bénévoles, eh ben, ça ne va pas du tout se jouer de la même manière, puisque dans le premier cas, la relation, elle se vit quand même vraiment au quotidien, puisqu'il y a une co-construction, une co-réalisation de l'action. Et dans les deux autres cas, c'est plus épisodique et ça se situe pas exactement au même endroit.
Alors, pour faire le lien avec la suite et donner la parole à Alice, la question que se pose beaucoup un certain nombre d'associations dans le modèle notamment où le bénévolat serait au cœur, c'est est-ce qu'on a bien le droit de faire ça? Est-ce que c'est possible que des salariés et bénévoles soient finalement sur le même type de mission? Est-ce que le droit du travail et le droit associatif ne posent pas des limites sur ce qu'il est possible ou non de faire? Et donc, c'est le petit décryptage juridique qu'on vous propose maintenant. Je te remercie, Fanny. Oui, effectivement, c'est une question qui revient régulièrement, que moi, par exemple, j'ai en formation, de savoir, mais finalement, y a-t-il des missions qui sont interdites ou fermées aux bénévoles? Et plus généralement, bénévoles et salariés peuvent-ils partager les mêmes missions au même moment, au même endroit? Euh, la réponse, tout de suite, sans laisser du suspense, est oui. Euh, dans l'absolu, il n'y a pas de mission qui soit fermée aux bénévoles. On va voir qu'il y a certaines limites, notamment en termes de sécurité, mais ça, c'est un tout petit champ. Et que sinon, la seule limite serait de se poser la question de mais mon bénévole est-il toujours dans une position de bénévole ou suis-je dans un risque de requalification juridique du bénévolat en contrat de travail? Alors, la première chose, c'est de se poser la question, quand on fait du droit, on aime définir et qualifier les choses. Donc, qu'est-ce qu'un bénévole aux yeux de la loi et des juges? Euh, alors, il n'y a pas de définition juridique à proprement parler du bénévolat. Vous ne la trouverez dans aucun code ou dans aucune loi. Euh, mais si on réfléchit globalement, on peut se dire que le bénévolat, donc, qui est une forme classique d'engagement dans les associations, c'est l'engagement libre d'une personne qui souhaite volontairement participer à l'action d'une structure d'intérêt général. Donc, cet engagement libre, c'est cette envie d'agir au profit des actions de vos associations. Et puis, pour compléter, si on se pose la question juridique, on se dirait aussi que, il y a l'idée que le bénévolat se fait sans attente de rémunération en retour. Alors, on verra que sans rémunération ne veut pas dire sans défraiement, ça c'est la suite. Et puis évidemment, quand on est bénévole, ben, on a cette idée qu'on a volonté de participer à l'association, donc on a une mission, un travail qu'on va effectuer sans contrainte, et en tout cas sans contrainte excessive, je dirais pour être précise. Pour finir sur cette définition légale du bénévolat, donc qu'on est obligé d'inventer puisqu'on n'en a pas d'écrite, on voit que les juges, quand ils se posent la question de qu'est-ce qu'un bénévole, eux prennent comme lunette la question de l'intention, ils disent fondamentalement désintéressée de la personne bénévole. Donc, je reparlerai de cette idée d'engagement ou d'envie d'agir de la personne. Fondamentalement, on est là parce qu'on en a envie et on est désintéressé dans sa mission. Euh, Donc, une fois qu'on a posé ça, on se dit, mais alors, si le bénévolat, c'est un travail, à quel moment on a le risque que ce travail-là soit considéré, requalifié comme une relation salariée? On se pose cette question d'abord parce il faut bien se dire que la définition de la relation de travail salarié ou du contrat de travail n'est pas libre. C'est-à-dire que ni la volonté des parties, vouloir être bénévole, ni la dénomination qu'on donne à sa relation n'a d'importance en droit. Si l'URSSAF ou un juge du travail considère que la relation est une relation salariée, votre volonté ou votre dénomination n'aura pas d'importance. Et la relation de travail salarié, on va la définir dans l'absolu, dans les faits, par la rencontre de trois critères qui doivent être tous les trois remplis. Le premier critère, c'est évidemment un travail accompli pour autrui. Donc ce travail qui est accompli également par le bénévole, mais c'est OK parce qu'il faut les deux autres critères pour avoir une relation salariée. Le deuxième critère, c'est une rémunération qui est versée en contrepartie du travail. Et on verra juste après comment on différencie cette rémunération du défraiement. Mais là, on va d'abord s'intéresser au troisième critère, qui est un peu celui qui fait tout basculer, c'est celui de la subordination juridique.
On considère qu'il y a une relation salariée, qu'il y a un contrat de travail, lorsque la personne qui travaille pour notre structure, pour nous, est soumise à trois pouvoirs. Un pouvoir de direction, et ça c'est l'idée de donner à la personne des ordres et des directives. Un pouvoir de contrôle, il s'agit de vérifier et d'évaluer le travail. Je t'ai donné des consignes, les as-tu suivies et as-tu fourni le travail que je t'avais demandé d'accomplir? Et puis pour finir, un pouvoir de sanction. Si je considère que tu n'as pas suivi mes directives et que lors du contrôle, je ne suis pas contente de ton travail, alors je pourrais sanctionner ta faute par une sanction disciplinaire, voire par un licenciement. Euh, Question, est-ce qu'on peut avoir un lien de subordination dans une relation bénévole? Eh bien, en principe, si tout se déroule correctement, non. La personne est là volontairement, librement, elle a son intention désintéressée de participer à la vie de votre association et elle ne risque aucune sanction. Pour autant, vous pouvez parfaitement lui donner des consignes pour effectuer ses missions et ces consignes-là ne vont pas revêtir la qualité de pouvoir de direction et ça ne va pas devenir un lien de subordination juridique. Si je reprends les exemples d'Anciella donnés par Fanny tout à l'heure, on a effectivement une pépinière dans laquelle les accompagnateurs et accompagnatrices peuvent être des personnes bénévoles. Eh bien, en rendez-vous d'accompagnement pépinière, je ne vais pas dire ni faire n'importe quoi. Je vais suivre des principes d'accompagnement des personnes, sans jugement, d'accompagnement global, et je vais avoir été formée sur ces accompagnements. C'est OK, on peut parfaitement donner ce contexte à nos bénévoles sans risquer de tomber dans cette définition de la subordination juridique. Même chose avec les articles du magazine. Si j'ai envie d'écrire pour le magazine, ça me permet d'agir pour une société meilleure demain, ça me permet de mettre la lumière sur des initiatives auxquelles je crois, eh bien, je vais pour autant mener les interviews comme on m'a demandé de les mener, écrire les articles avec un plan qui m'a été donné par la rédactrice en chef du magazine. Le travail n'est pas libre. Pour autant, je ne suis pas dans une relation salariée, je n'ai pas un lien de subordination juridique parce qu'on m'a donné des consignes, mais ce ne sont pas des ordres et directives dans le sens où on ne va pas les contrôler ni les sanctionner. Et puis, encore une fois, je n'ai pas la rémunération, puisque donc il faut bien, je vois la question dans le chat, que j'ai les trois critères qui soient réunis. Et on dit que ce sont des critères cumulatifs pour avoir une relation salariée. Alors, l'autre question qu'on se pose et qui va peut-être venir dans le chat, c'est oui, mais la question de la rémunération, moi, ça me pose problème parce qu'il m'arrive de défrayer mes bénévoles. Eh bien, c'est d'accord. Le défraiement est totalement accepté par le droit et par les juges. On peut défrayer ses salariés, donc on doit garder à l'esprit que le défraiement, c'est quelque chose de facultatif. On n'est jamais obligé de défrayer ses salariés qui ont dépensé de l'argent pour notre association. Euh, on doit aussi avoir un défraiement, et ça c'est très important, qui doit rester raisonnable et surtout proportionné aux frais engagés par la personne. Autrement dit, si la personne dépense 10 euros pour se rendre sur le lieu de l'interview qu'elle va faire pour moi, eh bien, je lui rembourse 10 euros, voire moins, mais pas plus. Et c'est vraiment dans des cas de disproportion qu'on va avoir un risque de requalification de ce défraiement en un salaire déguisé, souvent insuffisant, mais qui va nous donner cet indice de ce n'est pas un défraiement, mais c'est une rémunération déguisée. Et ici, on va pouvoir avoir une autre grille d'analyse, un autre critère qui est sollicité par les juges et qui est un des critères de la relation de travail salarié, mais non assumé, c'est celui de la dépendance économique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, parce que vous défrayez vos bénévoles, que vous créez une relation de dépendance économique où ils vont se dire, bah, il faut à tout prix que j'écrive un nouvel article pour le magazine parce que comme ça, j'aurai 100 euros de défraiement et j'en ai besoin pour finir mon mois. Ça, c'est vraiment la limite, le danger. Donc, je reste proportionnée aux frais engagés par la personne. Et puisque je reste proportionnée, eh bien, je ne risque pas de créer cette situation de dépendance économique. Et je finirai ce petit point juridique en disant que donc on a des cas d'associations qui ont vu des relations de bénévolat requalifiées en relations de travail parce qu'on n'avait pas cette proportion dans les frais engagés.
mais aussi parce que, donc à toujours, on est dans le faisceau d'indices, on appelle ça juridiquement, parce que ces personnes euh, se sentaient, puisqu'elles étaient dépendantes économiques, dans une situation de subordination juridique avec l'association. Il fallait à tout prix accomplir la mission bénévole qu'on leur donnait exactement comme on leur demandait, au moment voulu, avec des ordres et des consignes très strictes, pour être sûr de toujours bénéficier de ce défraiement. Et c'est là que on a un vrai risque. Mais dans une situation, on va dire, classique et de bonne foi et de bon sens, eh ben, il n'y a pas de risque de voir une requalification de la relation. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci beaucoup Alice pour tous ces retours et ces explications très claires. Alors, il y a quelques petites questions. Euh, Déjà, il y avait une question sur les chartes de bénévolat. Oui. Est-ce que tu considères que la charte de bénévolat, c'est une synonyme de comportement à respecter sous peine que l'association soit en mesure de blâmer? Enfin, est-ce que ça rentre dans Ok. cette dimension-là? Alors, juridiquement, il n'y a aucun problème à faire une charte de bénévolat. Bien au contraire, c'est normal de donner un cadre à ces bénévoles, puisque on vient tous faire fonctionner la structure et mener à bien sa mission d'intérêt général. Donc, il n'y a aucun problème. Et c'est pas parce que on va dire à quelqu'un tu n'as pas respecté la charte qu'on va être dans ce qu'on appellerait une sanction disciplinaire au sens du droit du travail. Et je préciserai en disant que on peut parfaitement exclure un adhérent de son association parce qu'il ne respecte pas l'objet de l'association. Et si cet adhérent était aussi bénévole, ben, on va l'exclure aussi en tant que bénévole. Et c'est OK. Ça ne va pas engendrer une situation à risque si on n'a pas les autres critères qui sont réunis. Il faut vraiment se dire que on a besoin de tous ces indices et de tous ces critères réunis ensemble. Et d'ailleurs, je vois pour rebondir qu'on a aussi la question du règlement intérieur qui serait à destination des personnes salariées et est-ce qu'on pourrait l'opposer aux bénévoles? Alors là, j'aurais une réponse plus nuancée parce que le règlement intérieur, c'est vraiment un objet juridique défini qui est obligatoire dans les structures qui emploient plus de 50 salariés. Et le Code du travail nous dit bien que le règlement intérieur ne doit parler que des questions de discipline et de santé et de sécurité. Donc, pour tout ce qui concerne la santé et la sécurité, l'association a une obligation de sécurité envers les personnes qui viennent faire du bénévolat pour elle. Donc, je dirais, allez-y, faites lire votre règlement intérieur et imposez-le à vos bénévoles. Il n'est pas question que, dans le cadre de leur mission, ils se mettent en danger ou mettent les autres en danger. Ça, c'est OK et c'est du bon sens. Par contre, pour la partie euh, droit disciplinaire du règlement intérieur, évidemment que ça, il ne faut pas l'appliquer à vos bénévoles. On ne peut pas avoir le même niveau d'exigence envers des personnes bénévoles et on peut évidemment pas sanctionner au sens je te mets un avertissement ou je te mets à pied 2 jours une personne qui aura fait de son mieux avec cette envie d'agir et qui peut-être aura failli à sa mission. Mais là, après, ça pose la question pas du tout juridique, mais plutôt de ce que tu disais, Fanny, du rôle de coordination des salariés ou des bénévoles seniors de l'association pour que tout le monde puisse mener à bien ses missions dans une bonne, enfin, dans des bonnes conditions. Et donc, pour résumer, on est bien d'accord, parce que c'était des questions qui apparaissaient encore, qu'un bénévole et un salarié peuvent avoir les mêmes missions. Par Oui, exemple, animer un atelier. bien sûr, et on peut animer l'atelier main dans la main. On peut faire un accompagnement dans une pépinière d'initiative, un salarié et un bénévole. Il n'y a aucun problème. Il y a une limite que j'aimerais signaler, mais ça dépend vraiment du type de son association. C'est de ne pas confier des missions dangereuses au sens de la sécurité des gens à des bénévoles et à des bénévoles seuls. Alors évidemment qu'il y a une liste de métiers très réglementée dans le Code du travail quand on a des risques chimiques, nucléaires et tout ça, mais je pense que nos associations ne sont pas directement concernées. Mais voilà, avoir en tête cette idée de toujours respecter les conditions de santé et de sécurité pour ces bénévoles. Mais sinon, évidemment, bénévoles et salariés peuvent avoir les mêmes missions. Et peut-être pour compléter sur un certain nombre de questions qui intervenaient, on parle bien des bénévoles et pas des adhérents. Enfin, en fait, dans certaines associations, on va avoir des adhérents qui ne sont pas bénévoles, qui simplement adhèrent pour signifier leur soutien à une association. On a aussi des bénévoles qui peuvent être engagés sur le terrain et auxquels les associations n'ont pas forcément proposé d'adhérer, ou en tout cas, ce n'était pas une condition. Donc là, tout ce qu'on dit, c'est pour les bénévoles, en tout cas ceux qui donnent de leur temps volontairement pour une association.
Oui. Après, pour certains, les bénévoles et adhérents, ça se superpose, mais ça ne change rien à ce qu'on a pu dire jusque-là. Mm. J'ajouterais simplement que pour se poser la question de l'intention fondamentalement désintéressée de la personne, l'adhésion à l'association peut être un indice de cette intention désintéressée, mais c'est absolument pas obligatoire. Et j'ajouterais aussi que puisque j'ai parlé de la santé et de la sécurité, ça me fait penser à ce petit détail. Vos bénévoles, même en étant non adhérents, sont protégés d'un point de vue assurance quand ils exercent des missions pour vous, parce que les contrats d'assurance, sauf clauses hyper restrictives, vont venir protéger toutes les personnes qui peuvent être en contact avec votre association. Donc les bénéficiaires, les adhérents, les bénévoles. Et d'ailleurs, il est tout à fait possible dans vos contrats d'assurance, pardon, de faire lister toutes ces personnes pour ne pas être obligé de faire adhérer ces bénévoles. C'est tout à fait OK, ça, juridiquement. Et est-ce que tu peux répondre, s'il te plaît, à Adrien Mhm. sur la question sur l'inspection du travail? Donc, si l'inspection du travail voit que salariés et bénévoles font la même chose, est-ce qu'ils peuvent requalifier en relation de travail? Et donc, est-ce qu'on doit pouvoir payer là-dessus? Non, l'inspecteur du travail, c'est un juriste et il va reprendre les trois critères que je vous ai donnés. Il va vraiment se poser la question globalement, pas simplement ils font les mêmes missions. Il va se dire, OK, ils font les mêmes missions, donc maintenant, je prends mes lunettes de juriste et je me demande, eh ben, ces mêmes missions, est-ce que le bénévole les accomplit moyennant une rémunération, donc à nouveau du défraiement plus quelque chose en plus, du défraiement disproportionné, et est-ce qu'il est dans une situation de subordination juridique, c'est-à-dire coincé avec un risque d'évaluation, de contrôle, de sanction et avec ce critère de la dépendance économique qui plane au-dessus. Mais l'inspecteur du travail ne vous reprochera jamais simplement le fait que salariés et bénévoles ont les mêmes missions. Et ça me permet de rebondir aussi sur le fait que l'inspecteur du travail pourra vous dire que lui, moralement, ou l'inspectrice, moralement, se pose la question de pourquoi vous faites ça. Mais attention, droit et morale ne sont pas la même chose. On peut se poser la question, je pense par exemple aux JO, qui ont beaucoup défrayé la chronique, de est-ce que c'est moral que le comité des Jeux Olympiques ait euh, euh, recouru à plus de, je crois, 40 000 bénévoles et donc n'ait pas dépensé cet argent? C'est pas la même question que est-ce que ces personnes-là étaient dans une situation de subordination juridique? Alors moi, je suis pas juge, j'ai pas été amenée à trancher cette question et à ma connaissance, il n'y a pas encore d'ailleurs de conflit, enfin de contentieux sur la question. Mais dans l'absolu, ils n'étaient pas défrayés plus que ce dont ils avaient besoin. Ils avaient leur ticket de métro et de quoi manger sur les sites. Et il y avait cette intention fondamentalement désintéressée de participer à cette grand-messe des JO. Donc après, c'est une autre question de se dire, est-ce que c'était pas un peu exagéré d'un point de vue politique ou moral de autant s'appuyer sur le bénévolat? C'est pas la même chose. Peut-être dernière question, puis on gardera les autres pour la suite. Tu avais parlé de situation dangereuse. Donc, est-ce que tu peux nous dire juridiquement, c'est quoi une situation dangereuse? Est-ce qu'il y a un document où on retrouve toutes les situations dangereuses auxquelles il ne faut pas exposer les personnes? Ou Ok. est-ce que c'est une logique de pensée à avoir? Alors non, effectivement, il y a des métiers qui sont listés et qui sont notamment interdits aux mineurs. Donc, c'est vraiment des métiers avec un risque très fort, type risque chimique, risque nucléaire, donc tout ce qui est dans les établissements Céveso. Donc, c'est pour ça que je dis que nos associations ne sont pas concernées. Euh, donc après, on peut donner des missions, potentiellement, je ne sais pas moi, dans un chantier participatif de bricolage ou couper une branche d'arbre à des bénévoles. Ça, c'est tout à fait OK. On peut donner ces missions à des bénévoles. Simplement, il y a une obligation de sécurité, j'ai envie de dire, de bon sens et générale. Donc, si on donne ces missions aux bénévoles, on les a accompagnés pour qu'ils le fassent de manière sécurisée. Eh ben, merci pour toutes ces informations. On reviendra sur des questions restantes à la fin. Je vois que le droit défraye les questionnements. Mais on va avancer un petit peu pour avoir l'occasion de voir les différentes facettes de notre sujet.
Et on va rentrer donc sur la deuxième séquence qui est dédiée à la coordination des bénévoles. Donc, sur comment, en tant que salarié, on peut être amené à encadrer, animer, accompagner des équipes de bénévoles. Donc, l'idée, c'était de pouvoir vous proposer quels étaient les différents axes qui étaient présents dans des missions de coordination. L'idée étant toujours de penser le rôle de chacun. Une personne coordinatrice, sa première mission vis-à-vis des bénévoles, ça va être vraiment une mission d'organisation. C'est-à-dire que pour que des bénévoles puissent agir aux côtés d'une personne salariée, il va y avoir nécessité de créer des cadres clairs pour qu'ils puissent trouver leur place et réussir à agir de manière pertinente au regard du projet associatif. Donc, pour vous donner des exemples sur comment peut se concrétiser cette organisation, j'avais en tête trois choses. La première chose, c'est qu'il va falloir définir ce qu'on appelle les cadres d'engagement des bénévoles, c'est-à-dire les missions de bénévolat qu'on va pouvoir leur proposer. Un des principaux facteurs de turnover des bénévoles au sein des associations, c'est quand les personnes arrivent et que finalement, elles ne comprennent pas très bien ce qu'elles ont vocation à faire au sein de l'association. Définir les cadres d'engagement, les missions de bénévolat, c'est vraiment une manière de venir les sécuriser en leur disant, bah voilà, quel va pouvoir être ton ou tes rôles au sein de l'association. Et la personne, quand elle comprend bien ça, bah, elle va pouvoir focaliser son énergie à l'endroit qui va être fertile pour l'association et bien sûr à l'endroit à laquelle la personne consent. Enfin, c'est bien la question de la volonté dont parlait Alice. Ce qui peut être intéressant si vous avez envie de travailler sur cette question des cadres d'engagement, c'est vraiment de partir de tous les besoins que vous allez avoir au sein de l'association et d'essayer de se dire bon, ben, comment est-ce qu'à partir de ces besoins, on peut formuler des rôles pour des personnes bénévoles. Et une fois que vous avez fait ce travail-là, ce qui va être important, c'est aussi de se dire bah, quels sont les cadres d'engagement qui vont être accessibles pour tous les bénévoles quand ils arrivent au sein de l'association, sans prérequis de compétences, d'expérience, d'appropriation du projet associatif. Nous, on appelle ça les cadres d'engagement porte d'entrée. Ça me permet d'embrayer dans l'action associative. Et quels sont les cadres d'engagement qui peut-être nécessitent d'avoir un peu plus cheminé au sein de l'association, d'avoir mieux compris le projet associatif, d'avoir développé un certain nombre de compétences, d'expériences. Et donc là, c'est des cadres d'engagement qui ne sont pas proposés à tout le monde dès le début, mais qui sont accessibles quand on a fait un petit parcours au sein de l'association. Deuxième manière d'organiser les choses en tant que personne coordinatrice, ça va être vraiment de penser le rétro-planning de chaque action. Si j'ai vocation à organiser un événement avec des bénévoles, bah, c'est intéressant que je sache quelles sont les grandes étapes par lesquelles on va passer, qu'est-ce qu'il faut faire à quel moment, de manière à pouvoir bah, dérouler ce projet en impliquant les bénévoles au bon moment. Et ça va être aussi très aidant pour eux d'être en capacité de se projeter et de donner du sens finalement aux contributions qu'ils vont faire dans l'action. Ça leur permet aussi d'être sûrs qu'ils vont bien être disponibles au bon moment et qu'il n'y aura pas d'incompréhension de bon bah j'ai besoin de toi à ce moment-là, on pensait que vous étiez nombreux et finalement non, personne n'était disponible et donc on se retrouve un petit peu le bec dans l'eau. Dernière piste, ça va être de penser tous les outils pour travailler ensemble. Donc, est-ce qu'il y a un endroit où on va pouvoir retrouver les comptes rendus des réunions? Est-ce qu'il y a des documents partagés pour réussir à avancer ensemble en asynchrone, c'est-à-dire sans se voir? Par exemple, chacun commente le document quand il est disponible. Est-ce qu'il y a un espace où on va trouver un kit où les personnes vont trouver les réponses à leurs questions fréquentes? Enfin, ça peut être plein de choses, mais l'idée, c'est vraiment de se dire que pour permettre à des bénévoles de s'engager, c'est aidant qu'il y ait un certain nombre de ressources, d'outils qui soient mis à leur disposition pour que ça se fluidifie dans l'action. Voilà, première mission d'une personne coordinatrice, l'organisation de l'action et de l'équipe de personnes impliquées. Deuxième mission qui va être vraiment essentielle, c'est l'animation. Si on ne fait qu'organiser,
des équipes de bénévoles, il y a fort à parier que les personnes s'en aillent, puisque justement leur volonté d'agir dans l'association en faveur d'une cause, elle peut être confrontée à un contexte qui est un petit peu aride et qui va pas les nourrir dans leur motivation. Donc l'animation, ça a vraiment cette vocation-là, hein, c'est de toujours renforcer l'énergie que la personne a envie de mettre dans l'association pour que elle ait envie d'être toujours à nos côtés par la suite. Donc, première piste pour animer une équipe de bénévoles, c'est de vraiment veiller à transmettre le sens de l'action et la vision qui est portée par l'association sur un enjeu. Ce sont des choses sur lesquelles Joanne reviendra par la suite sur faire équipe, mais souvent, on peut être tenté, quand on est très pris par la dimension opérationnelle d'une action, de ne plus expliquer pourquoi on fait les choses, pourquoi on fait les choses de cette manière-là. Or, une personne bénévole, si elle agit à nos côtés, c'est bien parce qu'elle a envie de répondre à des enjeux qui lui parlent, c'est bien parce qu'elle a des valeurs. Et donc, il faut qu'on parle à ces valeurs-là pour qu'elle se sente être au bon endroit. Donc, il y a voilà, cet enjeu de toujours reposer le contexte de à quoi ça sert, qu'est-ce que ça va produire et pourquoi ça a du sens de fonctionner de telle ou telle manière. Deuxième piste, ça va être vraiment de construire une relation interpersonnelle entre la personne coordinatrice et chaque bénévole impliqué dans l'équipe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une relation interpersonnelle? Ça veut dire que c'est intéressant, si on est, par exemple, la personne coordinatrice salariée, de se dire que que prendre du temps avec chaque bénévole pour comprendre pourquoi la personne est là, qu'est-ce qu'elle a envie de vivre, pourquoi elle a frappé à notre porte, dans quelle dimension elle se sent bien, pas bien, c'est une ressource qui est énorme pour l'aider à cheminer au sein de l'association. Et ce qui est important aussi de se dire, c'est que qui dit relation dit quand même dans les deux sens. Et donc, si on a envie que la personne se lie à nous, c'est bien aussi de se lier à elle. Hein. Donc, une personne nous parle d'autant plus si on lui parle aussi de nous. Troisième piste, ça va être aussi de penser à quels espaces collectifs existent pour faire équipe. Donc, je reviens pas trop dessus parce que ce sera aussi le cœur du propos de Joanne, mais en tant que personne coordinatrice, on a vocation à penser et à animer ces espaces collectifs où les personnes vont pouvoir se rencontrer, créer du lien et se dire qu'ils appartiennent effectivement à l'association. Donc voilà, c'est pas qu'une relation en étoile entre la personne coordinatrice et chaque membre de l'équipe, il y a bien vocation à ce que le groupe existe en tant que tel, avec toujours un point d'attention quand il s'agit de bénévoles, qui est de se dire, en fait, les réunions, les séminaires, etc., c'est du temps. Si on est avec des personnes, ce qui est probable, qui ont aussi un temps de bénévolat limité à donner, il ne faut pas que ça prenne tout le temps de bénévolat. Il faut qu'il y ait encore du temps pour l'action. Donc, il y a un enjeu de dimensionnement pour que ce soit au service du bénévolat, mais que ça ne vienne pas limiter notre capacité à agir sur le terrain. Et dernier point qui me tient pas mal à cœur en tant que personne coordinatrice moi-même, c'est en plus d'organiser et d'animer, c'est d'agir concrètement en fait avec les personnes, bénévoles. Enfin, moi, en tant que salarié, j'agis avec des bénévoles, par exemple, en accompagnant ensemble des initiatives au sein de la pépinière. Et donc ça me permet d'avoir une expérience commune. On fait la même chose, même si on n'a pas le même statut, et donc ça participe quand même à notre sentiment d'être partie prenante d'une même équipe et d'une même dynamique. Par ailleurs, en tant que personne coordinatrice, on a vocation à pouvoir poser un cadre aux bénévoles. On se l'est dit, on a le droit de poser un cadre, de donner un sens, des objectifs, de faire aussi des retours sur comment se positionnent les bénévoles, du moment que ça dérive pas du côté de la subordination juridique. Et donc ça, en fait, on a quand même davantage de légitimité en tant que personne salariée si on connaît un petit peu ce que vivent les bénévoles sur le terrain, sans quoi il peut y avoir aussi un risque que les personnes nous disent, en fait, d'où tu me parles, en fait, qu'est-ce que tu sais de ce que je vis sur le terrain. Moi, j'ai accompagné un certain nombre d'associations où il y avait des relations très tendues entre salariés et bénévoles, mais parce que finalement, ils n'étaient jamais sur le terrain ensemble. Donc, quand un salarié coordonnait une équipe de bénévoles et leur faisait un retour sur, par exemple, leur manière d'accueillir les bénéficiaires, le retour des bénévoles, c'était t'es dans ton bureau,
tu peux pas me dire ce que j'ai à faire puisque finalement, tu ne sais pas ce que c'est qu'accueillir les personnes sur le terrain. Donc voilà, la question de l'action en commun peut être une piste intéressante avec par contre comme enjeu que ça prenne pas tout le temps. Sinon, on n'a plus la bande passante pour organiser et animer. Donc voilà, il y a vraiment un enjeu de, de dosage de manière à ce que ça puisse permettre à chacun de trouver sa place et que ce soit vraiment au service de l'action collective. Alors, ce que je vous propose, c'est de continuer. Mais juste un petit point sur la question des financements, parce que c'est souvent une remarque qui nous est faite, que finalement, il n'y a pas l'argent pour financer ce temps de coordination des bénévoles. Alors, c'est sûr que si vous cherchez des financements de fonctionnement ou des financements vraiment RH liés à ces dimensions-là, ça n'existe plus ou très peu. Et les endroits où ça existe, bah, c'est encore une chance pour les associations. La stratégie qu'on peut avoir pour venir financer le temps de coordination, c'est vraiment de venir s'appuyer sur le financement du projet. Enfin, je vous donne un exemple. Au sein d'Anciela, moi, je coordonne une pépinière. Donc, c'est un espace d'accompagnement pour des personnes qui créent des associations et des entreprises, pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris. Je vais chercher régulièrement des financements sur la pépinière. Et donc, ce que je vais euh, donner à voir à mon financeur, c'est bien sûr toutes les actions qu'on va mener. Donc, les rendez-vous d'accompagnement personnalisés, les temps collectifs qu'on propose, les temps de formation. Donc, je leur montre bien la réalité de notre action associative avec bien sûr des chiffres, une vigilance sur l'impact de ce qui est produit. Et au moment de faire mon budget, eh ben, je vais comptabiliser les charges nécessaires à mon projet. Et donc, en fait, c'est quand même essentiellement des charges de ressources humaines. Et des charges de ressources humaines, en fait, c'est quoi? C'est ma mission de coordination. C'est-à-dire que je vais valoriser le temps de travail de 2 salariés coordinatrices en donnant à voir que bah, une part de notre temps de travail, c'est on accompagne en propre, mais une part de notre temps de travail, c'est on crée les conditions pour que d'autres personnes puissent agir à nos côtés et donc que nos capacités d'accompagnement soient renforcées. Et pour le coup, on n'a jamais eu aucun problème sur le financement de ce temps de coordination, mais parce qu'il est bien raccroché au projet pépinière et c'est ce projet pépinière dans sa globalité qu'on va présenter aux personnes qui sont censées nous financer ou aux structures qui sont censées nous financer. Alors, on va continuer et on prendra d'autres questions ensuite. Et donc, on va rentrer dans cette troisième séquence autour de comment faire équipe. Alors, il y a déjà des petites pistes qu'on a ouvertes, mais que Joanne va analyser de manière plus longue. Et puis, on redécouvrira un aspect juridique apporté par Alice. Donc, je ne doute pas qu'on ait une pluie de questions aussi à ce moment-là. Donc, vas-y, Joanne, je t'en prie. Merci Fanny. Oui, je prends la suite pour finalement aller plus en profondeur sur ces dimensions-là et puis décentrer un petit peu de l'axe de la vision depuis la personne coordinatrice pour aller finalement dans un aller-retour entre posture salariée et bénévole. Ce que je vais partager, c'est à l'intersection finalement d'un regard, de pratiques qu'on peut avoir à Anciela et puis aussi de mon expérience personnelle à Anciela et dans d'autres associations où se fréquentent bénévoles et salariés. Et on va parler, du coup, pour faire équipe, de l'enjeu de la reconnaissance et de la valorisation mutuelle et de comment on pense des espaces communs mixtes entre bénévoles et salariés pour avoir des moments de réflexion stratégique et pour être sur le terrain ensemble. Là, donc la première chose, autour de cet enjeu de reconnaissance et valorisation mutuelle, l'invitation, c'est vraiment de considérer que chaque membre de l'association est une personne militante à part entière de l'association et donc peut-être
de se dire que finalement, quel que soit le modèle associatif que présentait Fanny au début, même si a fortiori, ce que je vais dire est peut-être d'autant plus pertinent dans le cadre d'une association où le bénévolat est au cœur et où il y a vocation à faire équipe de manière régulière, autant sur les dimensions opérationnelles que stratégiques de gouvernance. Mais voilà, de pouvoir essayer d'éviter un peu deux écueils que d'une part, enfin, d'un côté, de considérer que les salariés sont vraiment des personnes exécutantes et ne sont pas forcément militantes au sens où c'est leur travail et qu'elles ne dépassent pas leurs heures de travail, etc. Et qu'elles sont là pour finalement répondre à ce qui a été défini par les cercles de gouvernance. Et de l'autre côté, de considérer que les bénévoles sont là pour donner des coups de main à des personnes salariées. En fait, finalement, toutes les personnes, qu'elles soient salariées ou bénévoles, si elles sont dans l'association, c'est qu'elles partagent les valeurs, qu'elles veulent contribuer au projet associatif. Et c'est important de pouvoir prendre en compte ça et à travers les relations qu'on crée et qu'on entretient, de pouvoir faire en sorte que ce soit explicité et que chaque personne se sente reconnue dans ce rôle d'engagement finalement. Euh, une des manières de le faire, c'est de valoriser finalement le travail effectué, qu'il soit bénévole ou salarié. Ça peut se faire par des temps collectifs, après un temps fort, après une action, pendant une assemblée générale, de pouvoir revenir sur le travail qui a été effectué, de nommer les personnes, les équipes. Ça passe aussi par finalement des échanges interpersonnels, de pouvoir questionner, voilà, après une action, quand on se croise, alors comment ça s'est passé? Ah bah c'est super. Bravo pour ton engagement. Et ça, cette logique-là, finalement, elle peut être dans les deux sens. Ça peut être à la fois les salariés qui voient passer un bénévole au local et qui disent, ah bah alors, comment ça s'est passé telle animation, comme ça peut être les bénévoles qui, finalement, font des retours sur l'équipe salariée, sur, bah voilà, cette campagne de communication était vraiment super bien réalisée, ou, bah voilà, comment ça se passe. Donc voilà, finalement, s'appuyer sur la relation. Pour s'enquérir de ce qui a été vécu et pouvoir faire des retours dessus et valoriser ce travail-là. Et j'en profite pour faire une petite distinction qu'on aime bien faire en SILA sur la différence de ce que peut produire le fait de féliciter ou de remercier les personnes. Où souvent va avoir tendance à dire merci pour votre engagement, ce qui part évidemment d'une bonne intention, mais on peut identifier une vigilance à avoir là-dessus parce que parfois le fait de remercier, ça peut sous-entendre que finalement la personne agit pour la personne qui remercie. Donc typiquement, une personne coordinatrice, salariée qui va remercier des bénévoles pour un coup de main ponctuel, par exemple, ce qui peut sous-entendre que finalement les bénévoles le font pour l'aider elle, alors que bah, finalement, si le but c'est que toutes les personnes se sentent des personnes militantes de l'association, on a peut-être davantage intérêt les féliciter, à leur dire bravo pour une action réalisée parce que collectivement, on contribue au projet associatif. Et donc, on fait équipe autour de ce projet associatif et on n'est pas dans une relation des personnes qui portent et d'autres qui soutiennent. Euh, voilà, comme Fanny l'a déjà développé, mais j'appuie dessus, toute cette reconnaissance et valorisation, ça passe vraiment par l'interconnaissance, par la création et l'entretien de relations interpersonnelles. Et donc, il y a un enjeu à finalement avoir des moments spécifiques dédiés à la convivialité et propices à l'entretien de ces relations-là. Ça peut être des apéros de rentrée pour relancer une dynamique, ça peut être des moments de clôture, ça peut être des célébrations après un grand événement, par exemple. Mais on a aussi un fort enjeu à injecter de la convivialité dans tous les moments de vie associative et de temps de gouvernance enfin de tous les temps finalement où se croisent bénévoles salariés pour que ces moments-là soient vécus d'une manière qui renforce les liens et qui permettent de faire équipe. On peut enchaîner. Euh, dans cette perspective-là, cette slide-là, c'est une invitation du coup, à penser des temps de réflexion stratégique mixte, donc avec bénévoles et salariés, pour finalement que tout le monde euh, monte ensemble en appropriation du projet associatif et en légitimité, et que finalement le sentiment d'appartenir à une équipe, il se passe aussi à travers ces moments-là de réflexion stratégique, et il y a plusieurs manière de créer ces espaces.
Il y a les espaces classiques comme le conseil d'administration, j'y reviens après, mais on peut aussi penser d'autres espaces plus spécifiques pour avoir de la réflexion stratégique en mixité entre bénévoles et salariés. La première chose, c'est qu'on peut penser, c'est des cercles de pilotage par action spécifique ou par démarche, par projet. Donc de penser à un espace lié à une dimension opérationnelle spécifique pour donner l'exemple à Anciela de la démarche Envie d'agir dont je parlais tout à l'heure sur la mobilisation de personnes leur permettre d'avancer dans leur parcours d'engagement. On a donc une personne coordinatrice, donc c'était moi avant, maintenant c'est Mathéo, et moi je suis toujours engagé en tant que bénévole dans le pilotage stratégique de cette démarche. On a aussi Milena qui est vice-présidente et qui historiquement est engagée sur cette démarche, et on a d'autres bénévoles et potentiellement d'autres salariés aussi, enfin même carrément d'autres salariés qui ne sont pas directement en coordination de la démarche, mais qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre et qui ont un regard sur cette démarche. Et donc, on a tous les 3, 4 mois, par exemple, une réunion de 2 à 3 heures pour penser le développement de la démarche, où du coup, forcément, c'est beaucoup la personne coordinatrice qui va parler, présenter un peu les bilans qui ont été faits, nous faire un état des lieux général, nous parler des perspectives, et ensuite on échange autour de tout ça, ce qui permet en fait de faire monter en responsabilité et en légitimité les différents membres et d'avoir une vision d'ensemble enrichie par les apports de ces différentes personnes. Et ces personnes-là, en fait, on va pas inviter tous les membres d'Anciela à venir, on va réfléchir depuis ce cercle-là à qui on fait entrer en fonction de qui on identifie comme particulièrement engagé sur cette démarche et qui aurait envie potentiellement de monter en compétences et en responsabilité. Voilà, ça peut être aussi par projet, par exemple, on a un espace de pilotage sur le Festival Agir à Lyon, qui est notre grand événement annuel en septembre, où du coup, chaque année, on a un petit groupe de pilotage qui se retrouve autour de cet événement. Ça peut être sur la communication, etc. Un deuxième espace mixte de réflexion stratégique, c'est ce qu'on peut appeler les séminaires plutôt internes, du coup. Avec l'idée de pouvoir avoir un espace sans contrainte officielle comme dans une assemblée générale ou un CA, et de pouvoir vraiment penser un moment pour renforcer l'appropriation des personnes présentes du projet associatif et pouvoir le retravailler finalement, prendre du recul, aller en profondeur sur ces questions de pourquoi on agit, comment on agit, etc. Là, on est complètement libre finalement de choisir le périmètre d'invitation en fonction de la stratégie associative. Donc, par exemple, nous, on va faire venir forcément inviter toute l'équipe salariée, tous les administrateurs, les administratrices, et ensuite, par démarche, identifier les personnes déjà très impliquées ou en cours d'implication pour leur proposer de participer à ce temps-là, et qui du coup crée un temps fort de vie associative avec les différents pôles de l'association pour faire équipe de manière assez large. Euh, voilà, et c'est un outil assez intéressant pour vraiment designer le temps d'une manière intéressante qui va produire de la réflexion et qui aussi va être un espace de convivialité assez important. Euh, un petit focus sur le conseil d'administration. Nous, on invite vraiment à considérer que le conseil d'administration, c'est un cercle de réflexion stratégique qui a vocation à rassembler potentiellement, en tout cas, ça dépend encore une fois des modèles, mais en tout cas, dans notre vision avec le bénévolat au cœur, et de rassembler les personnes les plus impliquées dans l'association. Et du coup, par la force des choses, les personnes salariées sont des militants particulièrement impliqués, vu que ils et elles passent le plus grand de leur temps actif dans l'association. Et donc, on invite à ce que ces personnes-là puissent être invitées à prendre part aux discussions, aux réflexions du conseil d'administration. Et ça peut être en les invitant sans droit de vote, mais ça ne les empêche pas de prendre part aux échanges. Et ça peut être aussi d'avoir un fonctionnement hybride du conseil d'administration avec des salariés élus. C'est tout à fait possible, avec quelques vigilances à avoir que Alice va pouvoir nous décrypter. Oui, merci Joanne. Effectivement, alors évidemment que les salariés peuvent venir à l'Assemblée générale, ça, il n'y a pas de problème. Et après se pose la question de leur place au conseil d'administration. Là, on a un peu souvent du flou sur la réponse à apporter.
Donc, déjà, savoir que juridiquement, cette place des salariés au CA, ici, on est sur un enjeu côté droit fiscal. La seule limite qu'on va avoir, elle vient de là. Et donc, les réponses que je vais vous donner viennent du Code général des impôts et de l'administration fiscale qui vient préciser cette matière pas toujours facile à appréhender. Donc, quand on se pose la question, peut-il y avoir des salariés au CA? La question qu'on se pose derrière, c'est celle de la gestion désintéressée des associations. Pour être considéré d'intérêt général, et donc notamment, et c'est pas un sujet anodin, percevoir des dons que les donateurs pourront défiscaliser, eh bien, il faut que l'association soit gérée de manière désintéressée. Et on nous dit qu'en principe, une association, une structure va être gérée de manière désintéressée si elle est gérée et administrée par des personnes bénévoles qui n'ont aucun intérêt, direct ou indirect, dans les résultats, de l'association. Ça, c'est, le cadre et c'est, somme toute assez logique. Désintéressement, donc personne non int enfin, qui ont pas d'intérêt, heu aux résultats, de votre association. Cependant, dans les faits, on sait très bien que, donc des personnes salariées vont vouloir participer au CA et on voit avec ce que nous a expliqué, Joanne, l'intérêt, concret de ça. Donc l'administration fiscale nous dit qu'il est possible d'avoir des personnes salariées au conseil d'administration. Aussi parce qu'elles sont ces personnes militantes qui ont tout intérêt à donner leur point de vue au conseil d'administration. Mais on a une limite très claire en chiffres. Les personnes salariées au CA ne doivent pas représenter plus d'un quart des membres et elles ne doivent pas siéger au bureau ou à votre organe équivalent. C'est-à-dire que globalement, un salarié ne va pas pouvoir être président, trésorier, secrétaire si on prend les rôles classiques, mais si vous avez d'autres rôles de vraiment dirigeant de l'association, eh bien, ça ne peut pas être tenu par des personnes salariées. Et donc, un petit point de vigilance à avoir, si vous n'avez pas de bureau, si vous n'avez pas d'organe, de direction, eh bien votre CA est considéré de facto par notamment l'administration fiscale comme votre organe exécutif et donc dans ce cas-là, vous ne pourrez pas intégrer de personnes salariées. Donc c'est un quart, des membres total du CA, hein, qui doivent être, au maximum des personnes salariées. Et attention, c'est pas la même chose de se poser la question de la présence des membres salariés au CA et de se poser la question de la rémunération du dirigeant. Ça, c'est autre chose. On peut avoir un dirigeant donc bénévole, un président d'association, une présidente, vous appelez ça, comme vous voulez, qui, va être, rémunéré pour sa mission. Mais ça, ce n'est pas une personne salariée, c'est bien un dirigeant qu'on va rémunérer. Et dans ce cas-là, on a une rémunération qui doit arriver au maximum aux trois quarts du SMIC si on ne dépasse pas un certain budget de l'association par an. Et sinon, on a une règle différente. Alors moi, je ne suis pas fiscaliste, mais je vous invite à aller lire sur notre site internet. On a écrit un décryptage juridique sur plein de questions fiscales et notamment sur la défiscalisation des dons ce mois-ci avec une experte comptable, Laura, qui donne des formations à l'Institut. Et on vous précise exactement cette question de la rémunération de la présidente ou du président. Et on vous a mis les liens vers ce qu'en dit précisément l'administration fiscale. Donc ça, c'est à retrouver sur notre site internet. On a une rubrique avec nos articles et actualités où on retrouve tous les décryptages juridiques. Et petite précision pour être sûr que tout le monde nous comprenne bien, parce que je vois qu'il y a des questions qui peuvent laisser penser qu'il y a un flou. Quand on parle, quand on dit qu'il ne faut pas, qu'un salarié ne peut pas être présent au bureau, c'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir de rôle statutaire au bureau, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être élu au président, secrétaire, trésorier, ou même être élu sans rôle spécifique au sein du bureau. Pour autant, il est extrêmement fréquent que, par exemple, la personne déléguée générale ou directrice soit présente en réunion de bureau parce que le bureau va avoir besoin d'un certain nombre d'éléments de terrain pour construire sa stratégie, pour être en capacité de prendre des décisions. Donc, on peut tout à fait être présent, invité, sans avoir une place statutaire. Et dans des associations où il y a une direction, très souvent, les bureaux se font en présence de la direction. Ça arrive aussi qu'il y ait la personne en charge de l'administratif et des finances pour pouvoir faire des remontées. Mais dans ce cas-là, ils sont là pour aider
le bureau à penser, à décider, et donc c'est quelque chose qui est tout à fait différent. Et on prendra les questions ensuite. On va laisser Johan terminer son point sur comment faire équipe. Oui, je reprends la parole rapidement avant de laisser la place au moment des questions générales. Euh, sur la question des espaces mixtes sur le terrain, donc j'appuie rapidement sur ce que développait Fanny sur la nécessité d'avoir des espaces pour agir ensemble. Euh, je donne un petit retour d'expérience quand j'ai repris la coordination de la démarche Envie d'agir. Bah, j'ai eu besoin de finalement pas mal faire des actions de terrain pour comprendre ce que ça représentait d'agir, voilà, finalement les missions de la démarche que je coordonnais. Donc avant de donner des missions, j'avais vraiment besoin de comprendre les enjeux et comment on le faisait. Et donc j'ai été en binôme, par exemple, sur des animations qu'on appelle les kiosques Envie d'agir, où on donne envie d'agir aux personnes avec les petites annonces de bénévolat, le guide d'agir à Lyon, etc. On est beaucoup en binôme entre expérimentés et novices pour monter en compétences. Et du coup, j'ai fait plusieurs binômes avec des anciens bénévoles qui finalement étaient plus expérimentés que moi, qui incarnaient le projet associatif et qui ont pu me former et m'accompagner. Et j'ai aussi été en binôme avec des nouveaux bénévoles qui se mobilisaient avec nous et qui avaient un enjeu à être sécurisés et accompagnés. Et moi, j'avais aussi un enjeu à les connaître pour nouer une relation interpersonnelle et pouvoir davantage les mobiliser. Donc voilà, ça peut vraiment être dans les deux sens. Et par ailleurs, au niveau de la convivialité, le fait de faire ensemble, ça crée vraiment un espace dans lequel on peut nouer une relation d'une autre manière. C'est pas juste on se croise quelque part où on échange sur nos vies, sur les actualités de l'association. C'est vraiment on fait ensemble et il y a tout un terreau à une relation, à nouer des liens spécifiques qui sont hyper intéressants pour faire équipe. Euh, c'est aussi intéressant d'articuler temps fort et actions quotidiennes. Donc, temps fort, comme pour reprendre l'exemple d'Anciella avec le festival Agir à Lyon, où là, c'est vraiment la mobilisation générale, tout le monde sur le pont, et du coup, bah, bénévoles et salariés ont vraiment vocation à travailler ensemble, à échanger, etc., avec plein de moments en amont, le jour J, le temps de célébration ensuite, un temps de bilan plus tard. Voilà, donc c'est des temps forts vraiment intéressants à avoir au moins une fois dans l'année. Et par ailleurs, des actions quotidiennes. Dans notre cas, ça peut être les accompagnements pépinières qui sont voilà, vraiment au quotidien, des animations envie d'agir. On a aussi des temps d'accueil tous les mardis où on accueille des personnes qui veulent s'engager, où à chaque fois, on a au moins une personne salariée et des bénévoles qui agissent ensemble. Et, euh, et du coup, enfin, pour faire le lien avec la nécessité de penser un peu des logiques de formation interne et d'échange de pratiques, euh, je développe très peu sur ce point parce que ce sera beaucoup l'objet du webinaire du 8 décembre. Mais par exemple, pour ces temps d'accueil, l'idée c'est qu'encore une fois, on soit en binôme pour permettre à la personne en apprentissage de progresser et qu'on puisse débriefer régulièrement juste après les rendez-vous quand on peut, ou sinon à la fin de la session de temps d'accueil pour échanger sur quels étaient les profils des personnes qu'on a rencontrées, quelle était notre stratégie d'accompagnement, pouvoir faire des retours aux personnes novices sur est-ce que c'était pertinent leur intervention, etc., répondre à leurs questions. Et d'avoir des moments de formation interne qui s'articulent avec la pratique pour finalement que la formation elle vienne s'appuyer sur des expériences concrètes et pas être complètement abstraite. Euh, voilà, et je finis sur les enjeux d'interaction sur le lieu de travail, finalement. Donc, je pense plutôt au local associatif, qui est souvent à la fois l'endroit de travail, de bureau des salariés, mais aussi un espace souvent d'accueil du public et où les bénévoles peuvent avoir différents rôles. Du point de vue du salarié, il y a un enjeu à créer les conditions de l'accueil des bénévoles au quotidien pour qu'ils puissent se sentir les bienvenus et à pouvoir facilement prendre leur marque et être rapidement autonome. Et pour les salariés, ça demande de finalement se rendre disponible pour accueillir, interagir avec les bénévoles et de profiter de ces petits moments de frottement pour nourrir la relation. Et il y a par contre aussi vraiment un enjeu à poser ses limites quant à sa disponibilité. Les bénévoles comprendront toujours si les salariés disent ah bah là voilà j'ai ce gros dossier, je suis sur enfin j'ai juste pas beaucoup de temps donc voilà je prends que 30 secondes, on se voit plus tard. Mais c'est vraiment important de pouvoir poser ses limites parce que parfois ça peut vraiment avoir un impact important sur la charge de travail. Et du côté des bénévoles, pour pouvoir s'intégrer sur le lieu, bon, en fonction
du fonctionnement associatif, c'est vraiment à discuter dans chaque structure. En tout cas, par exemple, à Anciela, au local, à différentes associations que je fréquente, voilà, l'idée, c'est vraiment que chaque bénévole puisse se sentir légitime de venir 2 minutes ou 2 heures au local, que ce soit pour rapporter du matériel ou en récupérer, ou juste pour venir dire bonjour, ou alors pour venir se poser, travailler sur son ordi, ou pour pouvoir faire une réunion, rencontrer enfin, tout un tas d'activités possibles à faire sur le lieu de travail. Et dans ce cas-là, il y a un enjeu à pouvoir rapidement s'approprier les lieux pour être à l'aise et autonome. euh, et, euh, et voilà, de considérer que finalement, le local, il n'est pas plus aux salariés qu'aux bénévoles, même si, a priori, voilà, les salariés, ils sont au quotidien, donc il y a forcément plus un sentiment d'être chez soi. Mais voilà, du coup, ça se travaille, de créer les conditions pour que tout le monde ait ce sentiment d'être chez soi, tout le monde au sens de tous les membres de l'association. Et du coup, en tant que bénévole, pour faire l'écho, il y a une vigilance à avoir sur les effets de sa présence sur le travail des autres. Et donc, voilà, pas hésiter à bien sûr dire bonjour, échanger, mais d'être vigilant à la perception qu'on a à quel point les personnes se forcent un petit peu à la relation ou au contraire, si elles sont visiblement dans un moment où elles ont le temps et pas hésiter à demander aussi euh, voilà, si c'est le bon moment ou pas. Merci, Joanne. Même pour illustrer quand même ton dernier point, je fais beaucoup de formations sur l'accueil des bénévoles, donc plutôt à destination des personnes salariées. Et beaucoup disent que il y a des bénévoles qui peuvent passer et papoter avec eux à des moments où ils ont des enjeux importants et des tâches qui ne sont pas censées attendre et qu'ils n'osent pas leur dire non parce que c'est des bénévoles et qu'on ne pourrait pas dire non à des bénévoles qui passent. Moi, je trouve que c'est hyper important de se dire que si on a vocation à faire équipe, ben ça veut dire que les salariés peuvent être légitimes à dire aux bénévoles quelles sont leurs réalités et leurs besoins. Que faire équipe, c'est pas être l'un et au service de l'autre ou inversement. Et ça passe par des choses très concrètes de cette nature-là. Ceci étant dit, on va passer aux questions parce qu'il y en a beaucoup. Donc, je vous présente d'avance nos excuses parce que nous n'allons pas pouvoir répondre à toutes les questions sans exploser le timing. Donc, on s'est un petit peu organisé avec Alice, puisque c'est elle la principale concernée pour essayer d'identifier quelles sont les questions qui concernent le plus grand nombre et on présente d'avance nos excuses aux personnes qui n'auraient pas de réponse à leurs points plus spécifiques ou plus précis. Donc, une première question qui est venue à plusieurs reprises, c'est est-ce que un salarié peut être bénévole de son association? Euh, euh, Est-ce que, Alice, tu as des points d'attention spécifiques autour de ça? Voilà. Oui, merci Fanny. Effectivement, une question qui revient régulièrement. J'y répondrai déjà dans un premier temps non juridique par ce qui a été dit par Joanne et auquel j'adhère totalement. Les personnes salariées de nos associations en sont les premiers militants et militantes, évidemment. Et donc, c'est tout à fait normal qu'elles aient envie par moment de consacrer aussi du temps bénévole aux associations. Juridiquement, on va dire, dans l'absolu, ça ne pose pas de problème, mais effectivement, il y a des points d'attention à avoir. Déjà, le premier, en fait, j'y ai répondu sans le vouloir, c'est l'idée que ces personnes en aient envie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imposer aux personnes de son équipe salariée de faire du bénévolat pour son association. Ça peut paraître évident, mais mais c'est important de le dire. C'est-à-dire que la personne peut être venue ici parce que votre association a du sens pour elle et que donc c'est quand même, à mon sens en tout cas, un acte militant d'être venu travailler dans telle ou telle association. Mais pour autant, on ne peut absolument pas lui imposer d'être bénévole dans l'association. Ça, c'est à elle de voir où est-ce qu'elle place le curseur, à quel point elle s'implique ou non. Donc, cette première question de la volonté de la personne, en fait, comme un bénévole normal, hein, de cette liberté d'agir parce qu'on en a vraiment envie. L'autre point d'intention sur lequel je voudrais revenir, c'est sur le fait que l'employeur, la structure employeuse, donc l'association, dans la plupart des cas, l'entreprise, a une obligation de sécurité, une obligation générale de sécurité envers ses personnes salariées.
Donc, un bénévole enfin un salarié qui vient sur des heures de bénévolat, oui, bien sûr, mais attention, il faut garder cette idée que votre obligation de sécurité plane au-dessus de vos têtes et que si ces heures de bénévolat font que la personne va rester très tard, par exemple, à une soirée, une animation locale et revenir très tôt le lendemain matin parce qu'il y a du travail à abattre, là, je dirais attention, on est sur une situation à risque. euh, Bien évidemment que les temps de bénévolat ne sont pas des temps de travail, mais il faut quand même garder cette idée que, on a quand même un droit au repos de la personne salariée et qu'on doit faire attention quand même à ce qu'elle ne soit pas surchargée et dans des situations où elle va s'épuiser. Voilà les petits points d'attention juridique sur le sujet. Petite question qui est revenue aussi à plusieurs fois. Est-ce qu'il y a un heure maximum de bénévolat? Ou est-ce que si on en fait trop, ça peut être requalifié d'une manière ou d'une autre? Alors, le droit répond pas à cette question. On n'a pas un endroit où c'est écrit combien d'heures on peut demander à un bénévole. Je crois que c'est une question vraiment de bon sens, c'est-à-dire ne pas exploiter et épuiser la personne. euh, Parce que quand même, en tant qu'asso, où vous avez des bénévoles qui viennent agir pour vous, bah, vous avez cette obligation générale de sécurité, c'est-à-dire l'idée que si on demande trop à une personne et qu'elle s'épuise, ben, si en rentrant chez elle, elle a un accident, alors évidemment, ce ne sera pas un accident du travail, mais en fait, on va se poser la question, euh, euh, enfin, comment dire, par exemple, son entourage pourrait se poser la question, mais est-ce qu'on ne l'a pas forcé à rester trop tard ou toutes ces choses? Donc en fait, rester dans le raisonnable, le bon sens et toujours la liberté des personnes. Alors ensuite, il y avait un certain nombre de questions sur, je dirais, d'autres types de ressources humaines dont on n'a pas parlé encore, à savoir le recours à des personnes prestataires ou freelance sur certaines missions, ou le recours aussi à des personnes qui seraient en mécénat de compétences. Donc, je vous propose de partager un certain nombre de réflexions sur ce sujet, qui sont des réflexions en fait non juridiques, parce que le droit n'intervient pas sur cette question-là, d'où ma réponse à la place d'Alice. Donc pour la question de la rémunération de certaines activités de l'association à des personnes qui seraient prestataires ou freelance, je pense que la bonne question à se poser, c'est quel impact ça peut avoir sur la dynamique d'engagement bénévole. C'est-à-dire, est-ce que finalement, le fait de payer certains sur des missions, quand d'autres seraient peut-être impliqués bénévolement sur des dynamiques proches, est-ce qu'il y a un risque que ça amène les bénévoles à se dire, mais en fait, c'est injuste, l'autre est engagé sur le même type d'objet, mais il est rémunéré et pas moi. Donc là, la question, c'est plus une question, je dirais, de dynamique d'engagement, une question aussi d'équité, qu'une question juridique. Et donc là, la question à se poser, c'est peut-être, en fait, quels seraient les critères qui feraient qu'une personne pourrait être rémunérée là-dessus, là où d'autres personnes font bénévolement le même travail. Donc pour illustrer ce que je veux dire, je vais encore parler de la pépinière d'Antiella parce que c'est ce que je connais le mieux. Depuis peu, au sein de la pépinière d'Antiella, il y a possibilité pour des personnes qui faisaient bénévolement de l'accompagnement d'être rémunérées sur cet accompagnement. Mais pour ça, il y a deux critères en fait qu'il faut pouvoir cocher dans une optique de maintien d'une équité entre personnes engagées. Le premier critère, c'est qu'il faut être, nous, ce qu'on appelle accompagnateur expérimenté. Donc, il faut que ce soit la personne en charge de l'accompagnement qui soit concernée. Parce qu'elle a un certain nombre de missions de coordination en fait de son accompagnement qui intervient. Et il faut par ailleurs que cette personne-là ait des problématiques financières. Donc, par exemple, quelqu'un qui est financé, enfin qui est salarié à temps plein euh, et, et qui n'a pas un enjeu à avoir des missions complémentaires pour vivre, bah, n'est pas concerné par ce fonctionnement-là. Et donc ça, c'est un cadre qui a été défini en conseil d'administration, qui est expliqué à tout le monde, ce qui fait que je suis tout à fait à l'aise en tant que coordinatrice de la pépinière pour expliquer à tout le monde pourquoi lui est payé et pas lui. Donc le but, c'est bien que ça renforce notre capacité collective à agir et pas que ça m'amène à ne plus avoir de bénévoles dans 10 mois parce que ils comprennent plus quel est leur rôle et
en quoi c'est légitime pour eux de donner du temps gratuitement. Deuxième sujet, la question des personnes qui seraient en mécénat de compétences, donc des personnes qui sont mises à disposition par une entreprise qui va ensuite défiscaliser le temps de travail de cette personne. Moi, je pense que la grosse différence entre être bénévole et, euh, et être en mécénat de compétences, c'est que les bénévoles font partie de l'association. C'est pas le cas des personnes en mécénat de compétences. Enfin, en tout cas, c'est pas un a priori. Ils peuvent se sentir progressivement appartenir à l'association, mais en fait, ils interviennent dans le cadre d'un dispositif précis. Et donc, c'est pas exactement le même le même sens qui va être mis par les personnes et le même enjeu d'accueil, d'intégration, d'appropriation du projet associatif. Donc là, les enjeux, pareil, c'est pas des enjeux juridiques, hein. C'est plutôt des enjeux de se dire, OK, ben, si j'ai des missions à pourvoir, est-ce que ça a plus de sens que j'aille chercher des bénévoles qui vont venir parce que le projet associatif et qui vont peut-être avoir des missions, enfin, des compétences particulières qui répondent à la mission et qui vont se projeter au-delà du mécénat de compétences, ou est-ce que je vais avoir quelqu'un qui rentre par ce dispositif-là et qui peut-être en fait ne voit pas au-delà de ce dispositif-là. Et dans ce cas-là, comment est-ce que je lui donne la culture de l'association pour que quand même ça ait du sens et que peut-être il ait envie de rester. Euh, donc c'est intéressant quand même sur ces questions de ressources humaines de bien avoir en tête que les problématiques juridiques existent, mais c'est pas les seules en fait. À chaque fois, il faut se dire, en fait, quels sont comment on crée une organisation humaine qui nous permet d'avoir le plus d'énergie possible collectivement, sans épuiser naturellement les personnes, pour atteindre nos objectifs de changement de société. Alors, je reprends ensuite nos autres petites questions. Euh, alors, il y avait des questions sur la place sur la place des salariés dans un conseil collégial. Donc, un salarié qui serait élu au conseil collégial alors qu'il n'y a pas de bureau. Est-ce que ça va en termes de gestion des intéressés ou pas? Donc Alice nous l'a un petit peu expliqué, mais est-ce que tu peux le redire? Euh, donc, conseil collégial il n'y a pas de bureau, donc ça veut dire que c'est un conseil d'administration, Oui, donc mais il n'y a pas de bureau. là, je referai la même réponse que tout à l'heure. Attention, s'il n'y a pas de bureau, l'administration fiscale, dans le cadre d'un contrôle, parce que c'est là qu'on a un risque, pourra considérer que votre conseil collégial est votre organe de direction, donc votre équivalent bureau. Et dans ces cas-là, il est dangereux, enfin, il est risqué juridiquement d'avoir des salariés dans ce conseil euh, en tant que euh, membres avec droit de vote. Par contre, à nouveau, aucun problème juridique pour inviter les salariés dans ces conseils pour recueillir leur point de vue, discuter avec eux, construire avec eux. C'est pas du tout la même chose juridiquement. Il y a un certain nombre de questions sur comment est-ce qu'on recadre un bénévole, comment est-ce qu'on a le droit de recadrer un bénévole et comment est-ce qu'on le fait. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on le fasse à plusieurs voies, c'est-à-dire est-ce qu'on a le droit de recadrer un bénévole et après, en fait, comme ça n'est pas qu'une question juridique, on peut répondre à Joanne et moi sur comment est-ce qu'on peut repositionner un bénévole dans sa posture en s'appuyant sur d'autres éléments que le droit. Ok, bah, question de droit, ça va aller très vite. Rien ne vous interdit juridiquement de recadrer un bénévole. Évidemment que vous avez besoin que la personne mène à bien la mission pour laquelle elle s'est proposée et que ce soit dans le cadre des bonnes pratiques de votre association, des façons d'accueillir du public, des façons de travailler si on est dehors en respectant la nature, etc. Donc juridiquement, oui. Attention à pas tomber dans ce lien de subordination juridique dont on a parlé tout à l'heure, mais qui sera là si cette sanction elle a des conséquences en fait. On a donné des ordres très précis, on a contrôlé, on sanctionne et on sanctionne avec un risque de euh, une sanction disciplinaire ou un licenciement, finalement, c'est perdre sa place dans la structure. C'est cette question de la dépendance économique à nouveau qu'il faut vous poser. En fait, si simplement vous dites à un bénévole, écoute, la façon que tu as de fonctionner ne correspond pas à l'ADN de notre association et on risque de t'exclure, et bien en fait, on l'exclurait comme tout autre adhérent qui n'a pas sa place dans l'association.
Voilà. Est-ce que Joanne, tu veux compléter plutôt sur la posture ou la manière de faire? Oui, rapidement, dans la posture d'accompagnement du bénévolat pour les personnes coordinatrices ou même pour les autres membres de l'équipe salariée ou bénévoles qui finalement auraient un enjeu d'accompagnement de bénévoles plus nouveaux est en train de s'approprier le projet associatif et les pratiques de l'association. Il y a un enjeu à pouvoir faire des retours spécifiques pour expliquer comment on fonctionne et tout. Souvent, les pratiques qui peuvent être divergentes par rapport au cadre qu'on se donne, c'est pas de la mauvaise foi, c'est un besoin d'apprendre et de s'approprier le fonctionnement et les valeurs. Du coup, on peut être dans une logique d'accompagnement comme ça par du feedback, de l'échange de pratiques de l'accompagnement. Et si effectivement la personne ne correspond vraiment pas, bah, peut-être qu'on va moins lui proposer d'action, voire qu'on va lui exprimer qu'il y a peut-être d'autres espaces d'engagement qui lui correspondront mieux. C'est aussi possible, mais honnêtement, c'est assez rare. Ben, merci à tous les deux pour ces échanges. On va s'arrêter là pour tenir le timing. Je suis désolée pour les questions qui seront restées en suspens. Il y en avait beaucoup. On a essayé de, voilà, de rebondir sur celles qui avaient été assez récurrentes. Voilà, n'hésitez pas pour tous les passionnés du droit qui avaient l'air d'être extrêmement nombreux et nombreuses aujourd'hui, à aller sur le site de l'Institut et sur en particulier notre lettre solution, puisque Alice propose tous les mois des décryptages juridiques. Donc, je ne doute pas que vous trouverez des réponses complémentaires aux éléments qu'elle vous a apportés. Et si vous avez des questions juridiques qui ne trouvent pas réponse, n'hésitez pas à vous les faire remonter, puisque les décryptages juridiques se font aussi grâce aux questions qui nous sont remontées. Voilà, et je donne rendez-vous à toutes celles et ceux qui seraient intéressés le 8 décembre pour parler de la question de la formation des bénévoles, puisque pour faire le lien avec la dernière question, je pense que des fois, il y a des recadrages qui se font aussi parce que on n'a pas été clair sur ce qui était attendu des personnes bénévoles en termes de posture, en termes d'action. Et la formation est une bonne manière de prévenir ces situations problématiques-là. Voilà. On vous souhaite une bonne après-midi à tous et à toutes et puis de bonnes actions dans vos associations. Merci pour votre présence et votre dynamisme. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci, bonne continuation, à bientôt.